au moins 2 épouses. Je dis bien au moins 2 épouses. Et il peut arriver que les épouses se connaissent. Il peut arriver que la première épouse, parce qu'elle a un comportement où elle ne souhaiterait pas qu'elle sentir qu'il y a une deuxième, l'homme peut être amené à cacher la deuxième épouse. Mais il faut savoir qu'elle existe. C'est ça, il faut intégrer ça. Il faut que les femmes intègrent que au moins ma coépouse existe. J'ai une coépouse quelque part. Si vous ne l'intégrez pas, ça va créer des ennuis inutiles. Je dis bien inutiles. Deuxième chose, ça amène à l'autre versant. Je le dis, je le répète, on ne connaît les enfants d'un homme que lorsqu'il est décédé. Un homme vivant ne compte pas ses enfants. Il compte ses femmes, mais pas ses enfants. Donc chaque fois, il faudrait que les jeunes filles aujourd'hui le sachent. Vous allez vous marier, même à l'église, même si c'est monogamique. Sachez que tôt ou tard, quelqu'un viendra, va dire, je suis la fille de, je suis le fils de ton mari, je suis le fils de papa. Là où j'habitais, je viens regagner la maison, que ça s'accepte. Donc, et vous allez voir la ressemblance. Ah oui, absolument. Parce que généralement, ce genre d'enfant ressemble très étrangement et de manière précise. Pour résoudre ce problème, apparemment, les femmes d'aujourd'hui disent qu'elles sont évoluées, qu'elles sont allées à l'école. Pour résoudre aujourd'hui, elles doivent s'inspirer de ce qui se passe souvent dans les ruptures de mariage. Lorsqu'on rompt un mariage, on fait quoi des enfants issus du mariage? On ne les tue pas. On ne les tue pas. Donc, le raisonnement humain va en couple. Il y a le corps et le cœur qui développent les sentiments. Il y a la raison et la conscience qui vous permettent de vous maintenir. Donc, il ne faut pas se limiter à ce que le cœur pense. Quand c'est que le cœur qui produit les sentiments et ce que le corps pense, et vous n'y mettez pas la raison et la conscience, vous êtes foutus. Voilà, d'accord, bon, c'est compris. Alors, Karine, pour ce matin, est-ce que cette Gaëlle a eu raison de partir, de rentrer chez ses parents? Non. Elle a des enfants. 5. Elle-même, elle a 5 enfants. Elle est partie avec eux? Non. Elle n'a pas eu raison de partir chez ses parents parce que elle a acté elle-même la polygamie dans son foyer. C'est elle qui a accepté. Elle est la première à avoir accepté. Même si c'était de mots, mais c'était intentionnel. C'est-à-dire que l'homme a proposé ça et elle a accepté, même si c'était des mots. Il le savait parce qu'il avait déjà une femme dehors, même s'il n'avait pas encore d'enfant avec elle. Par rapport à ce que nous dit l'histoire ce matin, il faut que les femmes soient un peu vigilantes. N'acceptez pas les choses par précipitation. N'acceptez rien par précipitation. Lorsque vous sentez que quelque chose est louche, arrêtez-vous et réfléchissez. Parce qu'à un moment donné, elle a été trompée par le fait que l'homme lui a dit que je crois en toi, tu es la seule femme de ma vie, je signe ça pour faire plaisir à mes parents, je signe ça pour ci et ça, il faut croire que non, machin. Et après, il sait très bien qu'il a une autre femme. Donc, elle doit rester chez elle. Mais moi, à cet homme, moi je vais lui dire bravo pour votre lâcheté pendant 10 ans. Bravo pour votre lâcheté. En tant que père de famille, en tant que bantou, que vous ne ressemblez même pas. Lâcheté veut dire quoi? Il est lâche parce qu'il a vécu avec une femme et il a une autre famille dehors et il n'a jamais dit. Et pourtant, il a signé polygamie. C'est ça, être lâche? Oui, il est lâche. Parce qu'il n'a pas eu le courage de dire à la femme que chérie, tu vois qu'on avait signé polygamie, j'ai une autre femme avec des enfants. Qui ne commande pas dire que j'ai des enfants avant d'arriver à la femme. Mais il ne l'a même pas fait. Donc la femme, elle a... Ça tombe sur sa tête comme ça, là. À un moment donné, on se marque. Entrez, c'est la maison de votre père. Pourquoi c'est maintenant que cette femme se rappelle que cet homme a du mal à gérer les factures de la maison? Parce qu'elle a pu supporter ça étant seule. Il y a des choses que vous supportez parce que vous êtes seul. Mais sachant que vous êtes deux, vous comprenez déjà où allait l'argent, où allaient les dépenses. Peut-être que l'autre femme n'est pas... Il revient voir parce que peut-être qu'on a chassé l'autre femme dans la maison où elle louait. Parce qu'il loue, il est dans une maison. Non, il a l'occasion. Voilà, donc, la manière que cette femme est venue, en cascade, c'est le genre... Il n'a pas pu payer l'autre loyer dans le studio ou l'appartement où il était. Il faut regrouper tout le monde dans la même maison. Mais ça, c'est faux et archi faux. Moi, je ne peux pas accepter ça. Qu'est-ce qui est faux et archi faux? De mélanger ces deux femmes dans la même maison. De mélanger ces deux femmes dans la même maison.
Ça, je ne peux pas conseiller à quelqu'un. Mais vous venez de dire que... Non. Elle n'a pas eu raison de partir de chez elle parce que c'est sa maison. Oui. Maintenant, elle peut se battre pour que celle-là sorte et elle trouver sa maison ailleurs. Oui. Elle est la deuxième et elle n'a pas le droit de partager mon toit. Ça, facile à dire. Non, c'est pas une affaire de facile à dire. Si je veux que tu sortes de chez moi, tu ne sors pas. Si je veux que tu sortes, tu ne sors pas. Tu fais quoi? C'est ton mari qui va rentrer en cascade. Parce que c'est très facile de dire que je veux que tu sortes de chez moi, tu ne sors pas. Qu'est-ce que vous faites? Parce que après, va falloir résoudre le problème qui se pose à vous. Quel problème? Ça veut dire qu'en l'éjectant de votre maison, oui, est-ce que vous résolvez la question de votre mari qui, visiblement, comme vous l'avez dit... Non, il n'a même pas voulu résoudre la question. Il n'a même pas voulu résoudre le problème. Parce que venir devant sa femme et lui dire que voilà mon autre femme, voilà mes autres enfants. On se marie. Où est-ce qu'il a vu ça? Même sa mère et son père, c'est comme ça qu'ils ont fait. Parce qu'on sait que dans notre tradition, moi, ce que je sais, de ce que ma grand-mère m'a dit, je n'ai pas inventé, c'est elle qui a cherché la deuxième femme de son père. Elle dit, tant paternelle que maternelle chez moi. C'est elle qui cherchait sa coépouse, parce qu'elle a un type de femme qu'elle veut pour son mari. Oh, d'accord. Mais lui, là, il part chercher, on ne sait même pas d'où elle sort. Il a quand même jusqu'à 3 enfants. On ne sait même pas comment il a fait, sans compter qu'il loue et elle loue. Oui. Non, mais il a beaucoup d'argent, cet homme. D'accord. C'est curieux qu'il soit encore en location. C'est compris, Karine. Alors, Chalamel, il semble, dans l'histoire de ce matin, que ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait une nouvelle femme qui arrive avec des enfants qui crée le courroux de cette Gaëlle. En fait, c'est qu'elle ne comprend pas comment, parce que c'est souvent vous qui le dites ici, les inspecteurs Colombo, elle ne comprend pas comment, malgré toute sa vigilance, elle n'a jamais débusqué ce monsieur, elle n'a jamais compris que ce monsieur menait une double vie. Bien, monsieur Eric, pour ça. Commençons par 2 maximes. La première, c'est la femme qui refuse de voir sa coépouse est une mauvaise femme. Premier point. C'est important de le savoir. Vous êtes catégorique. Je le dis et je ne me fatiguerai jamais de le dire. La femme qui refuse de voir sa coépouse est une mauvaise femme. Une femme qui abandonne son foyer est passible de la peine de mort. Au maximum et au minimum bannie de la communauté. Elle ressemble à un chef qui a abandonné sa chefferie, monsieur Rifopoussi. Donc cette femme est déjà coupable d'avoir abandonné son foyer et fui devant l'ennemi. Si ennemi est, monsieur Eric Fopoussi. Elle nous écrit d'où? En exil. C'est depuis l'exil qu'elle nous écrit. Qu'elle a un problème, monsieur Eric Fopoussi. On n'a jamais résolu le problème d'un exilé. Ah oui, elle est loin de son foyer, elle est loin de sa terre, elle a abandonné son domicile conjugal. C'est comme dans un bateau qui coule, monsieur Eric Fopoussi. Le dernier à sortir, c'est le commandant de bord. Si aucun passager ne sort, il coule avec son bateau. C'est connu, monsieur Eric Fopoussi. Donc, voilà une femme qui a fui, elle a abandonné. La monogamie, amenée par les occidentalisés, monsieur Eric Fopoussi, les occidentaux, nous a entraîné plusieurs mots, notamment la prostitution, la fornication, l'adultère et le satanisme, monsieur Eric Fopoussi. Voilà ce que la monogamie a entraîné. Le djambaïsme. Oui, si vous voyez. Le djambaïsme. Oui. Ouais. Parce que, monsieur Eric Fopoussi, on a l'impression que les cerveaux ont été effacés. Les Africains étaient des bantous, des polygames. La polygamie n'avait jamais posé de problème. Il a fallu que les Occidentaux, les religieux arrivent pour dire, si vous voulez aller à Christ, rejetez les femmes, rejetez vos objets d'art, rejetez ci, rejetez ça, devenez à Jésus qu'avec une seule femme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. On voit là où ça nous amène. Donc, voilà une femme, monsieur Eric Fopoussi, qui, parce qu'elle se rend compte qu'elle a chuté, qu'elle a fauté, commence à se souvenir, à créer des films, des scénarios dignes de Colombo. Ah, on a l'occasion. Ah, il ne s'occupait pas de moi. Ah, je souffrais dans ce foyer. Ah, mais tu es libre. Pourquoi tu te plains? Pourquoi aujourd'hui on a besoin qu'on lui donne des conseils alors que cet homme est continuellement en location? Non, elle s'est rendue compte qu'elle a fauté. Elle veut rentrer dans son foyer. La polygamie n'a jamais été un problème. Je continue à le dire. Il y a des mauvaises polygamies. Il y a des mauvais mariages monogames. C'est au Dieu de savoir gérer. Elle est assez engagée sur le principe de la polygamie, monsieur Rifopoussi.
C'était tout à fait normal que l'homme pense prendre une femme. Et cette idée Mais me vient... non, l'homme ne lui a pas dit ça au départ. Monsieur, il lui a dit qu'on signe polygamie pour faire... Non, pour faire plaisir à la famille. Ça n'existe pas. Mais dans le fond, je dirais pas jusqu'à être polygame. C'est la femme qui a raconté son histoire. C'est la femme, monsieur les Faux-Poussi. Je ne peux pas croire ça. Non. On ne signe pas polygamie sur du papier pour s'amuser, monsieur les Faux-Poussi, pour faire joujou. Enseignant, regardez la manière avec laquelle le gars appuie sur le bic. Regardez comment le gars coche la case que polygamie. S'il appuie, il faut confirmer, monsieur les Faux-Poussi. Ça, c'est important. Donc, l'homme allait, il savait là où il allait, monsieur les Faux-Poussi. Il a préparé son coup. Vous avez des femmes qui, lorsqu'elles entrent dans le mariage, elles s'abandonnent. Elles se négligent. Elles n'est plus près de l'homme. L'homme, tout ce que l'homme touche, noircit. Ça ne fleurit pas. Il y a des problèmes. Ça peut être la faute de l'homme, ça peut être la faute de la femme, monsieur il faut pousser. Parce qu'il y a des choses qu'il faut interroger avant de se mettre. Le karma. Oui, il y a des choses qu'il faut interroger avant de se mettre ensemble. Il y a beaucoup de choses. Si ce n'est pas le cas, il a rencontré cette femme. S'il prend la décision de la faire venir, ce n'est pas parce qu'il ne parvient pas à payer les factures. C'est parce que monsieur il faut possible. Il a décidé que les choses, l'ordre doit changer dans sa propre vie au sein de son foyer. Il a voulu créer. Donc c'est un coup monté par l'homme. Oui, c'est un coup monté par l'homme. Pour mettre, pas pour mettre la première dehors, pour mettre la première au travail, monsieur il faut possible. Travail Parce qu'il y a de nombreuses choses sur lesquelles elle est passée à côté. Il lui a dit, ok, désormais, donc, le match va se jouer moumou à l'intérieur. S'il était moumou, il n'aurait pas posé cet acte en disant, vas-y, il faudrait que tu t'avances. Donc, cette femme, elle a fauté. Ce qu'elle a à faire, elle aurait dû appeler la famille au départ. Étant partie, elle a fui le mariage, réglé. D'accord. Un problème. Oui, Dominique Audrey. La belle famille, c'est l'hypocrisie personnifiée. On sait ce que c'est que cette Si vous avez des problèmes avec votre belle famille, ne venez pas généraliser. Je ne suis pas mariée, je suis désolée. Mais on sait, avec le vécu, avec le vécu, on ne sort pas de nulle part. On sait que les belles familles, c'est l'hypocrisie. Et je connais une famille où le grand-père, justement, a dit qu'il ne prendrait pas d'épouse, mais il a signé polygamie, il s'en est tenu à ça, et il a eu une femme. Donc on peut le faire pour faire plaisir à cette belle famille hypocrite là, et ne signer et ne pas avoir plusieurs femmes. Les femmes doivent arrêter d'épouser les incapables, parce qu'un homme ne peut pas faire 10 ans en location. Il ne peut pas. Il ne vous nourrit pas. Le bon monsieur découche. Il ne vous nourrit pas. Et après, il vient vous brandir le mariage religieux. C'est un lot de consolation. C'est ça? Ok. Vous êtes dangereuse. Oui, monsieur Faux-Poussi. Vous êtes très dangereuse. Non, je suis pas dangereuse. C'est une autre fourberie. C'est une autre fourberie. Vous ne pouvez pas être marié sur le régime polygamique et aller à l'église faire le mariage religieux. C'est lui le fourbe. C'est la femme qui est... C'est lui le fourbe. Le problème avec l'homme, c'est qu'il veut convaincre celle-là de rester. Voilà, de rester. Avec le mariage, avec l'église. Avec l'église, oui. Donc c'est lui le fourbe. Il lui dit, bon écoute, tu sais, tu es fâché, c'est bon, mais on peut aller plus loin dans le mariage que nous avons commencé ensemble. Même déjà le mariage à l'église et là. Non, moi je veux juste rebondir sur le fait que, non, attention Dominique Audrey, on est quand même à Mondiovision. Faisons attention à ce qu'on dit sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire aux femmes de ne pas épouser des incapables et d'associer les incapables aux personnes qui passent 10 ans en location. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Vous pouvez passer 10 ans. Vous pouvez passer 10 ans. Laissez-moi vous relancer. Vous pouvez passer 10 ans en location et ne pas forcément être un incapable. Vous êtes quoi? Je veux bien qu'on s'entende. Oui. Ça veut dire qu'il y a le Cameroun, la situation économique du Cameroun fait en sorte que c'est un exploit pour quelqu'un qui passe 10 ans et qui réussit justement à se constituer, comme vous dites, à se construire une maison. Donc, il faut prendre en compte la situation économique de la majorité des Camerounais qui nous regardent en ce moment. Qui ne sont pas des incapables, qui sont des types qui bossent dur au quotidien, mais malheureusement, dans leur travail quotidien, ils n'ont pas la rémunération qui va avec. Bon, je vais s'y conscrire. Oui. Je parle des incapables qui ont 8 enfants et qui louent. Et dont les femmes se plaignent qu'ils ne s'occupent pas d'eux. D'accord. De la famille, c'est eux que j'appelle les incapables, monsieur Faux-Poussi. Un incapable, c'est un homme qui ne produit rien. Ok, la situation du Cameroun, blabla, machin, il ne faut pas trop s'accrocher dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que je crois que si c'est un homme qui avait des réalisations, sa femme ne s'en plaindrait pas.
Oui, donc les femmes, si vous voulez choisir un homme, il faudrait que l'homme en face vous montre que c'est quelqu'un qui est entreprenant. Même s'il n'a pas d'emploi, même s'il est maçon, même s'il est je ne sais pas quoi, à travers ce qu'il fait, sa manière de faire, vous pouvez voir en lui un homme qui peut émerger. Donc débarrassez-vous des hommes comme Aimé, qui veulent vous donner l'AVC avec ce genre de choses. Ok, elle a accepté d'être dans un foyer polygamique. C'est quoi ce manque de respect d'envoyer votre maîtresse, l'autre, avec ses enfants, venir vous narguer, vous montrer que oui, je suis là, je suis aussi là. Si cette femme est partie, c'est parce qu'elle s'est sentie blessée. Et vous savez que aujourd'hui... Il n'est pas aussi établi que celui qui envoie la maîtresse. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Parce qu'il a dit que là, voilà. Monsieur Fopoussi, je connais un homme qui m'a dit, je trompe ma femme. Mais aucune des femmes avec lesquelles je trompe ma femme ne peut sourciller lorsque ma femme est là. Vous trompez votre femme, ok, mais vous imposez à ces femmes-là de respecter votre femme. C'est ça. C'est ça un homme qui respecte sa femme. Donc celui-là, il allait dire à Sanjomba que non, celle-là c'est quoi, elle me sait même à quoi, elle ne travaille même pas, elle est là, elle consomme. Tu seras la première. Donc pour moi, qu'elle change d'abord le régime de communauté des biens là. Qu'elle pense à l'avenir de ses enfants et si elle veut revenir là, qu'elle vive sa vie. Elle change le régime là, pourquoi? Attendez, vous êtes sous le régime polygamique et vous mélangez les biens avec tout le reste. Elle a quel bien, elle va produire. Non, là maintenant, elle va produire. Elle est ménagère. Elle va produire. Non, mais je sais que ça va changer. Elle va changer. Oui, non, ce que je dis. Je vous respecte. Je vous respecte. Ça va changer. Ça va changer. D'accord. Désormais, quand elle revient, maintenant, elle va commencer à travailler. Oui, si elle revient, elle travaille pour elle. Elle a 5 enfants. Même si c'est 5 francs, même si on veut les mettre dehors pour 500, qu'on les mette dehors, que le bailleur les mette dehors, même 5 francs, elle ne donne plus. D'accord. Oui, Chalamel, remontez, relancez. Vous savez, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que quand j'entends des femmes qui légitiment, et vous allez vous rendre compte que dans les tribunaux, même les juges sont fatigués d'entendre des femmes qui viennent tous les jours. Oh, ils ne me donnent pas 5 francs. Oh, je ne vis pas de ceci. Oh, je ne mange pas. Oh, je ne fais pas ça. Les femmes se plaignent trop. Et les femmes de l'heure, monsieur le Fopoussi, se plaignent trop. Trop et tellement, monsieur le Fopoussi, que ça ne donne même pas envie de se marier. Ça ne donne pas envie de se marier. Tellement les femmes se plaignent. Nous avons eu nos mamans. Des mamans qui ne se plaignaient pas, monsieur Eric Fopoussi. Des mamans qui savaient gérer, qui savaient anticiper. Ah oui, monsieur Eric Fopoussi. Des mamans qui savaient même qu'il est comme ça, là, mon mari a un enfant dans le quartier. Quand il rentre, elle lui dit que je sais que tu t'assieds trop à tel endroit, mais de grâce, ne nous expose pas. Change parfois d'endroit. Lorsque vous arrivez, même vous cherchez le papa à des moments. Les week-ends, elle dit que s'il ne traîne pas à tel endroit, il est à tel autre endroit. Allez, vous allez le trouver. À la fin, lorsque les enfants, parfois le père décédait, les enfants arrivaient, on n'était pas surpris. Les mamans savaient anticiper ça. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles fades. Vous avez des jeunes filles aujourd'hui qui ne parviennent pas à gérer son foyer. Maladie d'inoccupation. Parce que c'est en fait ce que cette femme souffre. Qu'elle gère son foyer. Qu'elle s'occupe de son foyer, qu'elle s'occupe de son mari. L'homme cherche ce qu'il n'a pas. Ce que la femme ne peut pas donner à son mari, l'homme le cherche. Et il va le chercher jusqu'à ce qu'il le trouve. Dans ce sens que monsieur Eric Fopoussi, cette femme devait se poser les questions de savoir où est-ce que j'ai fauté. Parce que lorsqu'un homme trompe, ça ne se cache pas. Lorsqu'un homme adopte 3 enfants, ça ne représente rien. J'en connais ceux même qui ont fait 10, 14, qui ont eu 4 femmes. C'est pas une histoire de tromperie. La femme s'est retrouvée là parce que l'homme, à un moment donné, a dit, mais bon Dieu, je peux avoir parlé à cette femme, je peux avoir donné des conseils à cette femme. Elle ne veut pas changer. Il faut créer un choc qui va ramener cette femme à de meilleurs sentiments. C'est pas qu'il ne l'aime pas, mais c'est un choc. Monsieur Fopoussi, monsieur Fopoussi, créer un choc pour une femme, non, c'est trop facile de dire que ma femme ne fait pas ci, elle n'est pas une bonne femme. C'est trop facile. Est-ce que vous-même vous êtes un bon mari? Est-ce que vous-même vous êtes un bon mari? C'est pour ça que je réponds à tous les Camerounais qui disent que les Camerounais sont ça. Est-ce que vous, le Camerounais, est-ce que vous faites ce que vous demandez aux gens de faire? Est-ce que vous le faites? C'est trop facile de penser que la femme n'est pas bonne femme, la femme n'est pas bonne. Est-ce que vous savez si c'est son mari qui lui a dit que reste à la maison, ne fais rien, je viens avec tout et tu t'occupes des enfants? Vous voyez, là pour te défendre la femme, elle trouve les circonstances atténuantes. Depuis que nous parlons sur ce plateau, nous sommes dans des si. Parce que dans cette histoire, la femme nous a dit ce qu'elle nous a dit. Mais elle n'a pas parlé de ses émotions.
Elle n'a pas parlé de ses émotions. Elle a même trop protégé son mari. Parce que ce genre d'homme qui vous trompe avec 3 enfants dehors, ce n'est pas parce qu'il vous a dit et vous n'avez pas changé. C'est parce qu'après vous, il avait une deuxième famille. C'était même avant vous. Donc vous étiez là comme le bouc émissaire, la femme parfaite qu'il voulait mettre à la maison. Et l'autre est celle... Donc on ne nous embrouille pas dans cette histoire. C'est compris. Bon, vous terminez. Deux petites choses. Oui. Nous parlons de mariage, nous ne faisons pas de débats philosophiques. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Sérieux, c'est-à-dire, la femme change de nom. Il est inadmissible. Et c'est ça justement qui est inadmissible, inacceptable, même aux États-Unis, où le libéralisme est arrivé à son terme. Où on dit bien... Le mariage est sérieux, mais cet homme-ci semble... Il est sérieux. Menacé. Il est sérieux. Le côté sérieux du vous mariage. avez vu Madame Clinton défendre son mari. Voilà. Là où je parle de l'affaire Lewinsky. Lewinsky, oui. Voilà. Donc, elle sait que le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Elle sait qu'elle a changé de nom. Elle ne s'appelle plus Boardman quelque chose. Oui. Elle s'appelle Madame Clinton. Oui. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Oui. Donc, quand vous allez en mariage, la première chose qui doit ramener les femmes humbles, modestes et tout, je m'appelle Madame telle. Vous changez de nom. Ça veut dire la chose simple suivante, je termine par là. C'est l'homme qui est la référence. On dit, est-ce que c'est même un bon homme là? C'est même un bon mari? Qui définit les critères d'un bon mari? C'est pour cette raison qu'on dit donc que, contrairement à ce qu'on vous fait croire, d'une bonne femme, c'est le mari. Puisque le mari dit, je veux une femme qui ressemble à ma maman. Et la famille s'évertue à les chercher. Donc en fait, on ne parle même pas de couple. Si on veut parler de couple, c'est 2 familles qui s'unissent. Et dans ces 2 familles qui s'unissent, on dit quoi à la femme? Soumets-toi. C'est dans ce soumettre-là qu'elle a traduit en esclavage. On n'esclavagise pas la femme. On n'esclavagise pas la femme, mais elle doit se réveiller, elle doit perpétuer les idées de son mari. Dès lors que ce champ-là est galvaudé, ça devient ce que ça devient. Ça devient, vous allez commencer à faire des débats philosophiques. Est-ce qu'il est rentré hier à 5 heures? Pourquoi aujourd'hui il rentre à 16 heures? Pourquoi quand on pose ce genre de questions, ça veut dire qu'on n'est plus dans le mariage. Nous sommes bien dans un mariage. D'accord. Le mariage est une affaire sérieuse. Voilà, on s'arrête là pour cette histoire ce matin. Merci à vous, Dominique Audrey, d'avoir compté pour nous ce problème ce matin. Madame, on va poursuivre cette émission avec la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des avortements clandestins dans ce pays. Pourquoi le ministère de la Santé ne se penche pas sur ce phénomène en le faisant passer pour une priorité? Car cela déborde le vase. Quelle est la psychologie des candidats à l'avortement? Quelles peuvent être les raisons qui poussent des jeunes filles à pratiquer des avortements clandestins, surtout chez les adolescentes, est devenue une réalité préoccupante, aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les familles. L'absence de registre officiel sur l'avortement provoqué en raison du caractère illégal de cet acte démontre que très peu d'informations sont disponibles sur l'avortement et ses complications, ce qui rend difficile l'estimation de sa prévalence à l'échelle nationale. Dans les quartiers, ils sont connus. Ils ont même des groupes WhatsApp où ils échangent leurs connaissances sans aucune inquiétude de la part des experts du métier. Les grandes filles et les jeunes femmes sont devenues leurs propres médecins, ceux en se livrant à des actes d'avortement par soi-même ou par certains médecins conscients, assoiffés de gains faciles. D'où vient-il que la femme, la jeune fille qui a pris sur elle de se faire avorter, ne soit pas condamnée avec son copain, qui certainement l'y a encouragé? Aujourd'hui, l'avortement se pratique n'importe où,
n'importe comment, par n'importe qui, dans les maisons, dans les hôpitaux, cliniques et même dans les hôtels ou maisons closes. Les formations sanitaires de ce pays enregistrent depuis quelque temps une hausse des cas de complications dues à des avortements clandestins. L'hôpital à Quintini reçoit en moyenne 100 jeunes filles âgées de 15 à 25 ans par mois pour des cas de complications. La prévalence des avortements provoqués est de 42,5%, avec 40% en milieu rural et 45% en milieu urbain. Dans la moitié des cas, 50,1%, ces pratiques ont eu lieu à domicile contre 47,9% dans une structure sanitaire. Majoritairement, elle a effectué l'avortement par une avorteuse traditionnelle ou par la femme elle-même qui utilise des produits bien connus. Faites un tour aux environs de l'université de Douala pour comprendre de quoi je parle. Les potions utilisées sont des plus insoupçonnées. Une forte dose de whisky, antipaludique, de miel, d'ocytocine, purge avec les tessons de bouteilles écrasées. D'autres vont jusqu'à procéder à l'achat du Mifepac ou du misoprostol, dont les effets sont jugés destructeurs pour l'appareil génital de la femme, raison pour laquelle il reste encore soumis à une prescription médicale stricte et peu connue du commun des personnels de santé au Cameroun. Comment comprendre que des cabinets de soins qui sont censés faire de simples pansements pratiquent des avortements, voire des césariennes alors qu'ils n'ont pas de plateau technique adapté? La quasi-totalité de ces avortements effectués en violation de la législation sont clandestins et pratiqués dans un environnement sanitaire inadéquat par des personnes insuffisamment ou non qualifiées. Environ 47 000 femmes meurent par an suite à des complications de cette pratique. Pourtant, ces complications peuvent être évitées par l'accès à l'éducation, à la contraception et aux services pour avorter. Comment comprendre que 63% des femmes qui veulent éviter une grossesse n'utilisent pas des méthodes modernes de contraception dans ce pays? A-t-on besoin, au vu des espaces qui jonchent, qui inondent encore le Cameroun, de procéder à des avortements? La question, on se la pose, avec des prix qui avoisinent parfois 70 000 francs CFA, 80 000 francs CFA pour se faire avorter clandestinement. Pourquoi s'y lancer lorsqu'on sait qu'on n'a pas besoin d'un enfant? Votre colère ce matin, Chalamel, me rappelle des événements qui se sont passés il y a quelques semaines ou quelques mois déjà au Maroc avec une journaliste, Aja Raissouni, qui avait donc été condamnée à 1 an de prison parce que on l'accusait d'avoir eu recours à l'avortement illégal alors que elle disait elle être allée voir ce médecin à la clinique pour une question de gynécologie et qu'elle avait besoin de voir 2 ou 3 choses sur sa santé. Donc ça créait un gros débat au niveau des libertés de la presse eu égard à ce qu'elle fait en tant que journaliste, et il a fallu que le roi du Maroc puisse lui accorder une grâce royale pour que ce débat-là soit clos au Maroc. Il faut dire qu'au Cameroun, nous avons le code pénal qui encadre l'avortement. Le code pénal, si mes souvenirs sont bons, c'est l'article 337 du code pénal qui parle de l'avortement, et il y a un ensemble de peines qui sont requis par le code pénal. D'abord pour les femmes qui se procurent l'avortement ou qui y consentent de toutes les façons, elles sont soumises elles risquent une peine d'emprisonnement de 15 jours à 1 an. De 15 jours à 1 an, ou d'une amende qui va de 5 000 à 200 000 francs CFA. L'une ou l'autre peine peuvent aller ensemble. Ça, c'est pour le cas des femmes qui se procurent l'avortement. Pour les personnes qui pratiquent l'avortement, justement, sur les femmes, c'est plus grave. Le code pénal est plus sévère contre ces personnes-là. C'est de 1 an à 5 ans d'emprisonnement et de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Alors, cette peine-là est doublée si la personne qui fait ça est médecin. Mais la peine de 1 an à 5 ans est doublée si la personne qui pratique l'avortement sur une femme
est médecin ou qui est habitué, est reconnu être habitué à faire ça. Donc le code pénal a clairement codifié ça. Il faut également dire qu'il y a des cas pour lesquels l'avortement n'est pas une infraction. L'avortement médicalisé par exemple, l'avortement parce que la vie de la femme est en danger. Également l'avortement d'une fille victime de viol. Ce sont les deux cas que le code pénal retient pour sortir de ce champ-là. Il faut le dire, c'est important qu'on le sache ce matin. Mais bon, Obengan, quand on voit la prolifération, ce qui se passe avec ce phénomène-là, on se dit que ça tient de quoi? Ça tient du manque de dialogue dans le pays. Je pense que ça doit être en 1994-1995, lorsque le syndicat des médecins privés naissait, avec à sa tête un gynécologue bien connu, je pense Dr Guedbel. Ils avaient fait une proposition au gouvernement pour dire qu'il faut légaliser l'avortement. Légaliser l'avortement, selon eux, ne voulait pas dire que les femmes devraient fréquenter les officines pour enlever les grossesses. On dirait non. C'était précisément parce que ces gynécologues-là, pour la plupart, et ces clandestins, comme l'a dit Charles Hamel, se lançait à une activité qui perd plus la vie qu'il ne la préserve. Parce que l'hôpital, on doit préserver la vie. Et vous l'avez dit, en citant cette disposition du code pénal, en réalité, c'est parce qu'on veut préserver la vie. Mais pour les médecins, ils avaient d'ailleurs énoncé les statistiques en disant que les filles qui meurent de suite des avortements clandestins est tellement élevé qu'il y a risque que cela soit considéré comme un fléau. Un fléau. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, je pense que ça doit être un fléau. Mais comme chez nous, et Charles Hamel l'a dit dans sa chronique, il n'y a pas de statistiques. Et surtout, on ne peut pas entretenir les statistiques lorsqu'on sait que la loi va vous condamner. Vous ne pouvez pas, un médecin ne pourra pas vous dire que cette année 2019, j'ai fait avorter tant nombre de femmes, j'ai fait tant nombre de filles. Il y en avait qui préparaient le BPC, le BAC. Bon, il fallait, bon, on ne pourra pas parce que la loi le condamne. Donc, en réalité, le vrai problème que se pose de mon point de vue, c'est qu'il doit y avoir un débat, notamment entre les praticiens, je parle du corps médical, et le gouvernement. Maintenant, la réponse qui avait été donnée aux médecins à l'époque, c'est que non, nous croyons en Dieu, Dieu préserve la vie. D'accord, Dieu préserve la vie. La réponse des médecins a été d'accord, nous sommes tous d'accord sur cela, et d'abord nous les médecins, nous préservons la vie, c'est pour ça que nous vous soignons. Et vos filles alors, qui ne peuvent pas vous dire qu'elles sont grosses, elles ont attrapé une grossesse en classe de 3e de première, et elles vont prendre des chemins tortueux et se trouvent la mort le soir. Comment on va préserver la vie dans cette situation? Voilà le problème qui se pose en fait. C'est intéressant parce que ce débat-là a eu lieu en France, vous le savez, avec Simone Veil, qui a été la porte-étendard de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Alors justement, à l'époque, les femmes demandaient qu'on leur accorde ce droit-là, justement pour lutter contre ces avortements clandestins qui mettaient leur vie en danger. Et donc, c'est où la loi de l'IVG a été adoptée par l'IVG, et ça a été vu par de nombreux mouvements féministes comme étant une grande avancée des droits des femmes. Oui, absolument. Maintenant, est-ce que le Cameroun peut avancer sur ce terrain-là, justement, le terrain de l'interruption volontaire de grossesse? Le Cameroun doit avancer sur ce terrain-là. Oui. Le Cameroun, là, je ne vous donnerai pas, mais il y a des filles qui sont là, il y en a même qui ont déjà accouché. Ils vous ont dit, elles ont été violées et elles sont tombées enceintes de suite de ces viols-là. Et elles ne connaissent pas leur père. Pendant la guerre qui est dans le nord-ouest et sud-ouest, et également lors des exactions de Boko Haram dans le Grand Nord. Bon, quel est le statut de ces enfants qui vont naître? Quel est le comportement de la mère, de leur maman, face à cet enfant, à ces enfants issus du viol? Voilà des questions que cette loi doit régler. En tout cas, le Cameroun autorise l'interruption de la grossesse en cas de viol. Ça s'est autorisé déjà.
l'interruption de grossesse lorsqu'il y a un problème de santé, lorsqu'il y a un risque pour la santé de la mère. Le problème n'existe pas de loi. On a inséré des choses comme ça dans le code pénal. Ce n'est pas bon. C'est de la même manière qu'on parlait dernièrement ici, vous parlez du tribalisme, qu'on a inséré dans des trucs, on parlait comment vous l'appelez, de la dot. On dit, lorsque vous estimez que la dot est élevée, vous pouvez porter plainte à votre beau-père. Lorsque vous estimez que vous avez été atteint des propos tribalistes, vous pouvez... Non, ça c'est des conneries. Ce n'est pas bon. Il faudrait que le Cameroun, comme vous avez pris l'exemple de la France, commence à discuter des problèmes qui concernent son organisation sociale et sociétale. Donc, on doit en discuter. Ce n'est pas où les députés arrivent là, le ministre des Affaires sociales ou je ne sais pas moi, de la santé publique vient là avec un projet de loi dont on ne connaît même pas le contenu. Il vient déposer à l'Assemblée. Les députés n'en ont pas vu connaissance, ils n'ont pas discuté avec ceux qui les ont votés et se remettent là. Ils n'ont même pas de conseiller à l'Assemblée. Ils vont se référer à qui pour apprécier telle ou telle disposition de cette loi. Tout à fait. Alors, Dominique Audrey, qu'est-ce que vous pensez de cette question liée aux avortements clandestins? Je pense que les parents ont une grande responsabilité dans les décès liés, parce que je crois que c'est la conséquence la plus grave, dans les décès liés aux avortements clandestins. Parce que quoi? Tous les jours, je dis ici qu'il est important que les parents brisent le tabou qui entoure le sexe. Un enfant qui ne sait pas, qui n'a pas été éduqué, qui ne sait pas quelles sont les conséquences lorsqu'on se lance dans des rapports intimes très tôt, lorsqu'il est face justement à la grossesse, ne va pas aller vers son parent, il va aller vers son ami avec qui il a parlé de comment ça se passe, comment ça a été, machin. Et cet ami-là va lui dire que si ton parent entend ça, ton parent va te tuer. Donc, il faut que tu trouves une solution rapidement. Et là, on sait généralement quelles sont les conséquences qui en suivent. Donc, les parents, il est important... Mais qui sont ces charlatans, justement, qui semblent ne pas être en mal d'inspiration quand il faut trouver la substance qui va justement provoquer l'avortement? On entend un peu tout et n'importe quoi. Hein. Les substances sont... Il y a beaucoup de substances qui circulent. Lorsqu'ils ne sont pas du corps médical, généralement, ce sont les gens qui vendent les médicaments en route. Généralement, ces personnes-là travaillent avec des gens qui sont dans des cliniques. Donc, vous vous rapprochez de ces gens-là, ils vont vous dire que non, si tu as un problème comme ça, moi, je t'amène chez quelqu'un qui va le faire. Et il va te donner la somme qu'il va falloir que tu payes. Et là, c'est tout. C'est tout, c'est leur travail comme ça. Et il y a aussi le manque de communication autour des contraceptifs. Parce que moi, j'ai l'impression que les parents ont du mal à accepter que de plus en plus aujourd'hui, les enfants se lancent rapidement dans les rapports sexuels. Pourtant, c'est la réalité. Nos jeunes frères s'y sont lancés trop tôt. Mais maintenant qu'ils y sont déjà, il faut encadrer ça. Il faut dire aux jeunes filles qu'il y a des contraceptifs, il y a des préservatifs, par exemple, qui permettent de ne pas aller tomber enceinte. Donc, il faudrait que les ministères... Vous ne leur direz pas de prendre les pilules au moins? Ah non, non, même pas. Voilà. Donc, il est important, oui, qu'ils utilisent au moins les préservatifs. Qu'on apprenne aux jeunes filles à calculer le cycle. Et je crois que moi, malheureusement, j'ai pas eu ça. Il y avait des cours d'EVA, ou c'est éducation à l'amour que beaucoup ont eu, où on enseignait un certain nombre de choses. Éducation à la vie et à l'amour. Oui, c'est important. C'est important. Et il faudrait que les jeunes savent. Les contraceptifs, je pense que c'est important, les préservatifs. Oui. Vous avez raison de le dire avec nous ce matin. Vous avez terminé. Oui, disons ça comme ça. Je vous coupe pas, rassurez-moi. C'est bon. Je me sentirais mal de vous couper. Non, j'allais juste ajouter les conséquences, mais bon. Oui, les conséquences. C'est la mort qui est la plus grave. Parce que vous pensez peut-être que vous avez fait un avortement. Parfois, ce n'est pas terminé. Ensuite, on a une infection. On a l'intérieur qui commence à pourrir. Et là, vous êtes mort. Il y a aussi l'infertilité. La stérilité. D'accord, tout à fait. Karine. Alors, dans le monde, l'OMS estime à 25 millions le nombre d'avortements dangereux qui ont lieu chaque année.
dans le monde. Et les pays les plus touchés sont les pays d'Afrique en voie de développement et les pays d'Amérique du Sud. Vous comprenez un peu pourquoi ces deux pays, ces deux espaces-là se situent dans la carte du monde. Alors, la quasi-totalité des pays en voie de développement, ça fait 44 à 49% entre 1995 et 2008. Et aujourd'hui, on est à 56 millions d'avortements. Donc, ça augmente. Plus, on a l'impression que les mentalités sont en train de s'émanciper, plus on entre dans des pratiques d'avortement à risque. Justement parce que, généralement, l'IVG, ça s'explique, c'est normal. Vous avez dit qu'il y a une loi qui parle de ça. C'est depuis la classe de première que la CAMNAFOR passait souvent à l'école pour en parler aux élèves. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a l'impression que c'est devenu comment, en fait, c'est normal pour ces personnes-là de le faire. Il suffit d'une petite injection et on est débarrassé. Ça s'appelle comme le débarras pour ces jeunes femmes qui le pratiquent. Maintenant, la question du papa, qui est responsable, qui n'est pas responsable, mais je pense que avant de se donner à un acte sexuel, on sait ce qu'il peut donner. Maintenant, on a plus peur de tomber enceinte que de choper une MST ou encore une IST, ce qui est grave. Parce que la grossesse en elle-même n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est de choper une IST ou une MST qui pourra vous conduire à la mort. Maintenant, vous êtes enceinte et vous craignez de voir votre papa vous dire que vous êtes enceinte ou encore vous gronder, être puni par les parents. Alors que vous saviez bien qu'en dehors de cette grossesse, vous pouviez tomber malade. Je pense qu'il faudrait mieux inciter engager des sensibilisations dans le risque d'attraper des maladies. Je pense que si on regarde les maladies, les enfants comprendront que la grossesse même n'est que le moindre mal. Parce que les maladies sont encore plus graves. Imaginez une jeune fille qui s'est donnée dans cette pratique-là à 13 ans, 14 ans, 15 ans et qui est enceinte, mais qui est aussi malade. C'est-à-dire qu'elle est enceinte, mais peut-être elle a chopé une IST, je ne sais pas quel nom je vais donner. Le VIH, par exemple, qu'elle est séropositive, elle découvre qu'elle est enceinte et séropositive. Le mal, c'est quoi? C'est d'être enceinte ou c'est d'être malade? Voilà les deux questions qu'il faut qu'on pèse dans les sensibilisations. Parce que si on n'accentue pas les sensibilisations dans ce sens-là, si on privilégie les méthodes contraceptives, ça c'est pour les mariés. Moi, je me suis toujours dit que les méthodes contraceptives, c'est pour les mariés qui aimeraient limiter les naissances. Jusqu'à dire abstinence, alors, donc, avant le mariage. Oui, je dirais bien, pour chuter, je dirais bien que les méthodes contraceptives, il faut qu'on le dise, c'est pour les mariés, les personnes qui s'assument. Mais pour vous, les jeunes, qui partez encore en tatillon, vraiment, comment pensez-vous les méthodes qu'on pourrait employer pour démanteler ces réseaux de vendeurs d'illusions qui, au final, profitent de ces situations pour mener des crimes, clairement, sur les enfants. Je veux que les personnes qui font souvent des comptages, qui nous disent que 26 millions, 25 millions, nous disent dans quelle zone est-ce qu'elles ont trouvé cela. Si un enfant à qui on a fait une IVG, par exemple, ou une interruption volontaire de grossesse, vous dit que c'est à tel endroit que j'ai fait, on commence là. Dans les centres médicaux aujourd'hui, on a des espaces où on le fait, mais il faudra des... Parfois, ils n'ont pas passé, savent que ce qu'ils ont fait est mauvais. Mais je pense que ceux qui sont déjà dans des formations sanitaires et qui pratiquent cela doivent commencer à dénoncer. Faire en sorte que la personne qui vient vers vous dire que je veux me faire avorter, vous lui montrez les risques et pas les avantages. Donc, vous lui dites que comme tu pars là, ça peut échouer. D'accord. Il faut commencer par là. Chalamel, ce qu'on ne dit pas beaucoup dans cette émission ce matin, c'est que derrière cette mafia, il y a beaucoup d'argent, non, qui se cache derrière. Oui, on parlera d'argent, M. Eric Fopoussi, mais je ne vais pas passer par plusieurs chemins. C'est la faute des mamans, des femmes. C'est la faute des femmes. Si les femmes avaient réussi l'éducation de leurs filles, très peu de filles se retrouveraient à ce niveau, M. Eric Fopoussi. Parce que dans l'éducation de la jeune fille, on la prépare au mariage, on la prépare à ses relations futures. On lui dit, te voilà, tu commences à avoir des poils. Ces poils, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Tu commences à avoir des bouts de seins qui pointent. Sache que ça va être ci, ça va être ça. Si la maman n'a pas assez, permettez-moi de parler trivialement pour que les gens comprennent. Si les mamans ne parviennent pas à le dire à leur fille en disant, quand tu vas rencontrer un gars, la première chose que le gars va vouloir faire, ça sera ça, ça, ça. Voilà les risques. Si les mamans ne commencent pas à prévenir, en amont, monsieur, en amont, vous allez vous rendre compte qu'en aval, ça va donner autre chose. À côté, tout autour de la grossesse, tournent trois choses. Les jeunes garçons, nous avons aussi l'alcool.
L'alcool peut vous pousser à vous retrouver à faire ci. Quand vous dites qu'il faut axer vers les IST, allez le dire en Kouloulou, allez le dire en Kolmitak, allez le dire en Mabanda. À Mabanda, les gars font 2-3 jours, ils ne mangent pas, monsieur Rifopoussi. Vous pensez qu'à cette fille, vous allez venir chanter vos histoires que IST. Elle a faim. Elle a faim. Il faudrait qu'on travaille à relever le niveau de vie des Camerounais. C'est important. Il faut qu'on relève le niveau de vie des Camerounais. Vous avez des jeunes filles qui sur Facebook vous disent que bon, ok, si tu as besoin de ci, ça fait 10 000. Ça fait 15 000. Ça plus ça fait 30 000. Ça fait tant. C'est sur Facebook. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui prennent Facebook, ils tapent comment se faire avorter, méthode d'avortement. Facebook lui délivre la procédure complète et les éléments qu'il faut pour se faire avorter. Comment réussir à faire l'amour. Tout est sur Internet. Et avec un téléphone portable, vous avez droit et accès à tout. Vous avez des jeunes. Vous prenez le téléphone d'un jeune, un enfant, vous allez voir celui-là, ce n'est que la musique. L'autre, vous prenez, c'est des films érotiques. Mais c'est ça, c'est les parents dont je pense que les mamans devraient discuter. Les enseignants qu'on passe le temps à fouetter, les enseignants qu'on passe le temps à faire asseoir au sol, les enseignants qu'on passe le temps à boxer, M. Rifopoussi, avaient un rôle à l'intérieur. Pendant un cours d'histoire, on peut raconter une histoire d'un roi, d'un prince et tout. On peut partir même de l'histoire de Poutine, M. Rifopoussi. L'enseignant glisse 2 ou 3 pour prédisposer les enfants. Donc j'estime que les parents et les enseignants ont fauté. Ils ont abandonné les enfants à la rue. Vous avez des enseignants, des médecins qui touchent rien. Je vous dis qu'à Agnou Daido, M. Rifopoussi ne vit que de ça. Sa clinique, quand vous arrivez, c'est la clinique, rien que des avortements. Pour dire, on va parler trivialement. Ce n'est pas une clinique avec affiche. C'est simple, c'est fermé. Les gars arrivent, c'est 70 000. Vous avez des jeunes filles qui s'alignent. Elles réussissent à avoir 70 000, 50 000. Elles ont cet argent-là. Oui, l'argent de l'avortement ne manque pas. Mais l'argent pour s'occuper de l'enfant manque. D'accord. C'est un paradoxe. Madame, messieurs, restez avec nous. On va continuer à éplucher cette histoire, cette question juste après la pause que nous prenons tout de suite et maintenant. Le Zénith de ce jeudi 5 décembre 2019. Restez avec nous puisque nous entamons cette deuxième partie avec quelques messages envoyés sur la page Facebook de l'émission. Alors, je vous rappelle quel est le procédé, quelle est la procédure. Vous allez sur la page Facebook de cette émission 10-12, écrit en chiffres 10 et 12, le Zénith. Vous postez comme si vous publiez sur la page votre commentaire. Vous ne commentez pas comme vous le faites sur un post sur Facebook. Vous postez votre commentaire sur la page, vous faites une publication sur la page de ce que vous voulez dire en réaction au sujet que nous développons sur ce plateau. Karine, allez-y. La femme avait dès le départ accepté la polygamie, ce qui revient à dire qu'elle va seulement accepter la seconde famille. Et dès lors qu'elle décide même de partir, elle a commis le tort d'aller chez ses parents. En tant qu'une femme mariée, elle devrait plutôt aller chez sa belle famille quand il y a ce genre de situation. Narcine Diemou. Romuald Lobet, finalement, est-ce de la comédie concernant l'histoire du jour? Il n'y a rien à dire. Cet homme est irrespectueux envers son épouse, infidèle, lâche, comme l'a dit quelqu'un, et irresponsable, un coupable. Un couple dans un foyer, ça dialogue, donc ne justifions pas nos irresponsabilités. Romuald Lobet. Un autre message. L'histoire du jour me plaît jusqu'à. Je dirais déjà que l'homme a été très rusé et sa femme assez dupe. Appeler un homme incapable parce qu'il est en location pendant 10 ans résulte du manque de sérieux de votre part, Gaël. Car pour l'avancement d'un couple, c'est une histoire de deux et non seulement de l'homme. Quel est l'apport de la femme dans son couple? Si mon mari, après 10 ans, est incapable de venir ça veut dire qu'elle est une feignante. Qu'est-il une feignante? Qu'est-il feignante et mauvaise femme parce que le message est derrière un grand homme, voilà, se cache une grande femme. Qu'elle se remette en question. C'est Ange Lophonix. Notre message, que cette femme cherche d'abord à savoir si son mari a connu la mère des 3 enfants avant de se marier avec elle. Il y a des hommes qui ont une relation solide avec une autre et qui vont choisir de se marier avec d'autres plus tard. Dans ce cas, tout serait différent pour cette femme. C'est Natacha Meki. D'accord. On arrête là. Pour nous écrire, madame, monsieur, je tiens encore à le préciser, vous allez sur la page 10-12 le Zénith sur Facebook, pas sur le live Facebook de la page d'Equidox TV, non sur la page 10-12 le Zénith où vous nous postez votre
commentaire, comme une publication de visiteurs sur la page. Et nous lirons ces messages-là sur tous les sujets que nous développons sur ce plateau, à commencer par l'histoire du jour et ensuite la colère de Charles Hamel. Vous pourrez également réagir sur les sujets que nous allons développer dans un court instant. Il s'agit des sujets de la revue des réseaux sociaux portés par vous sur vos frêles épaules, j'ai envie de dire, ou sur vos solides épaules. Karine Santia. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse premièrement à ce commentaire ou encore à cette publication sur les réseaux sociaux qui fait le tour de la toile venant expliquer en tout cas ce que le cardinal Christian Toumi a dit lorsqu'il rencontrait le Premier ministre mercredi dernier. Face au Premier ministre, le cardinal Christian Toumi, qui est à la tête de la commission chargée du retour des réfugiés, a dit, je cite, « La situation que vivent nos frères du sud-ouest et du nord-ouest s'améliore de plus en plus ». Et ce commentaire ou encore cette assertion est reprise dans les réseaux sociaux et plusieurs personnes sont en colère. Les internautes disent, comment est-ce qu'il peut dire que la situation revient à la normale alors qu'on sait tous ce qui se passe dans ce côté-là? Comment est-ce qu'il explique? Quels sont les faits qui prouvent cela? J'avoue que cette sortie du cardinal Christian Toumi qui fait polémique auprès de nos internautes est assez compliqué et complexe parce qu'il vient de faire un tour de la paix, ça vous le savez, avec l'évêque de Kumbo et de Manfé. Ils sont allés voir ce qui se passe sur le terrain, ils sont revenus faire un compte rendu au Premier ministre et dans ce compte rendu-là, ils se sont voulus optimistes en disant que la situation s'améliore et en rassurant le gouvernement sur le fait que les populations sur place attendent le contenu du statut spécial accordé au nord-ouest et au sud-ouest pour se prononcer définitivement sur la crise anglophone. Alors, bon, Megan, faut-il lire les propos du cardinal Christian Toumi au premier degré? N'y a-t-il pas là une forme de stratégie pour forcer la main au gouvernement d'accélérer? Je ne sais pas ce que vous appelez degré, mais moi je les lis sous le prisme politique. Oui. En disant une chose simple, l'Église catholique romaine est coutumière de l'accointance, j'allais même dire de collusion incestueuse avec le pouvoir. J'ai dit bien collusion incestueuse avec le pouvoir. Et c'est le contraire. Même le cardinal Christian Toumi? Et c'est justement là, et vous l'avez dit, où la curiosité arrive, où la curiosité s'installe, où la curiosité est invitée dans le débat. Mais n'oublions pas que l'Église catholique romaine, la France dit qu'elle est la fille aînée de l'Église catholique. Et c'est l'Église catholique romaine qui a encadré les luttes de libération dans notre pays et du côté du pouvoir. Et hier, c'était le ministre français des Affaires étrangères de l'Europe qui était ici, M. Le Drian. Il a donné un certain nombre de choses, il a décliné même, j'allais dire, des orientations sur le plan économique de ce que la France envisage faire au Cameroun. Et en appelant les opérateurs économiques à accompagner le gouvernement dans cette logique-là. Maintenant, l'autre pilier qui doit les aider pour que ça passe, la pilule amère ou pas, soit avalé, c'est l'Église catholique. Ça a été fait. Moi, ça m'a renvoyé à l'histoire. Mais bon, restons sur les propos du cardinal Christian Toumi. Ce qu'on veut savoir, c'est que comment vous analysez la réaction de certains Camerounais qui estiment qu'il y a une forme de trahison dans ces propos-là? Y aurait-il des Camerounais qui ne veulent pas que les choses s'améliorent au nord-ouest et au sud-ouest et qui seraient déçus que ces choses-là s'arrangent au nord-ouest et au sud-ouest? Non, je ne pense pas. Je porte le costume du méchant. L'Église doit se passer du côté des faibles, des opprimés. Oui. Je m'attendais, dans la suite du raisonnement que le cardinal a commencé depuis des années, de nous dire, par exemple, que dans ce déploiement, dans notre visite, il y a des chefs rebelles qui se sont ralliés. Il y a ci, il y a ça.
Et parce que ce qu'on veut à l'église, c'est quoi? C'est l'apaisement de cœur. Il ne faut plus que le cœur soit meurtri. Voilà. C'est pourquoi j'évoquais la stratégie. Est-ce qu'il n'est pas là en train de vouloir, on va dire, dans sa stratégie, amener le gouvernement camerounais à accélérer la mise en place du statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest, tout en sachant que c'est une attente forte sur le terrain? D'accord. En y mettant donc les interprétations, c'est pour ça que ça complique. Oui. Il ne fallait pas que les propos du cardinal soient sujets à interprétation. Il fallait qu'il continue à s'exprimer comme il l'a toujours fait. Vous savez, l'Église catholique romaine a plus de centres de santé et d'hôpitaux là-bas, a plus d'écoles que l'État du Cameroun même. Donc, lorsque l'Église catholique... C'est sur cette base justement qu'il parle d'amélioration par rapport au nombre d'enfants. Quel est donc l'État? Est-ce que, bon, il a fait un truc comme ça, peut-être qu'il a remis au Premier ministre la situation des enfants qui vont à l'école, les populations qui commencent déjà à fréquenter les établissements hospitaliers. À ce moment, il fallait qu'il le dise. Mais s'il ne le dit pas, moi, je vais rester comme ces Camerounais qui estiment que, comme ça a été fait dans les années 55, où Monseigneur Lefebvre, qui était vicaire apostolique de Dakar, il est venu réunir en Konsamba les évêques du Cameroun, parmi lesquels Monseigneur Bono, il y en avait beaucoup. À côté, ça coïncidait avec une réunion politique que tenait le haut-commissaire de l'époque, Roland Pré, pour dire, à préparer l'opinion camerounaise au vote de la loi cadre de 1956, alors que tout le monde savait bien que la situation était explosive. Donc, nous préparons les élections le 9 février. L'Assemblée nationale va clôturer ses travaux mercredi prochain. Il n'y a pas eu, j'allais dire, un projet de loi qui donne des orientations de ce que veut dire le statut particulier. Bon, il en parle, mais est-ce qu'on va aller, puisqu'il ne peut plus, est-ce que le chef de l'État va convoquer une session extraordinaire pour parler de ça? C'est ce que le Christian Toumi veut, je n'en sais rien. Mais au moins, on aurait eu une certaine lecture, on ne serait plus à des interprétations. Donc, je pense, donc, je peux me tromper, que là, l'Église catholique Christian Toumi. Oui, Christian Toumi, il était avec un autre évêque. Non, je veux dire que c'est pas la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui s'est prononcée. C'est le plus gradé de cette église. C'est pas Monseigneur Abraham qui s'est prononcé. Non, Christian Toumi est en train de s'acoquiner avec le pouvoir pour faire passer la pilule de l'élection de 2009. Même si c'est pour ça. De 2020, pardon. Ok, Chalamel. Et c'est ça justement le piège de ce sujet, parce que on est en train de remettre en cause la crédibilité de Christian Toumi. Monsieur Erifopoussi, vous voyez la sortie de Christian Toumi aujourd'hui. Moi, je l'ai vu depuis quand il ramassait le caillou. Après le grand dialogue national, monsieur Erifopoussi. Quand j'ai vu les sorties de Christian Toumi après le grand dialogue national, j'ai dit beaucoup de choses sont en train de se passer, monsieur Erifopoussi. Même dans la préparation, rappelez-vous, c'est lui qui avait dit que les Ayabachos de tout doivent venir. Il y a des garanties. On lui dit, mais présente-nous les garanties. Non, il dit, venez, je suis là. Donc, rendez-vous compte, monsieur Erifopoussi, moi, c'est depuis le grand dialogue que j'ai vu les actions et j'ai commencé à marquer des points d'interrogation sur le cardinal Christian Toumi. Est-ce que vous vous rendez compte que ce qu'on est en train de dire ce matin sur ce plateau est en contradiction avec tout ce qu'on a dit depuis des mois et des mois sur Christian Toumi et sa volonté à résoudre la crise agricole, et même que nous avons dénoncé le fait que le chef de l'État ne lui a pas donné l'opportunité de nous avons aussi été les premiers à dire qu'il est considéré par le pouvoir de Yaoundé comme étant un opposant. Je rappelle que nous l'avons dit sur ce plateau. Nous avons été aussi les mêmes. Ça comme ça. Nous avons été aussi les mêmes à dire qu'il a demandé à rencontrer plusieurs fois le chef de l'État. Il lui a jamais accordé. Et c'est nous les mêmes. Mais c'est encore nous les mêmes après observation. Il faut avancer. La danse mafia est importante à un moment donné, monsieur, il faut pousser. Un pas en avant, deux pas en arrière. On a fait un pas et on se pose la question de savoir vu les différentes sorties. Pourquoi je le dis?
Parcourez la toile, vous allez vous rendre compte, monsieur Rifopoussi, de ces différents corps qui jonchent les rues. Vous allez vous rendre compte de ces différentes agressions. Vous allez vous rendre compte de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Vous avez des coups de feu qui ont été tirés à l'aéroport de Bamenda, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez des informations qui nous parviennent qu'il y a de plus de Kalachnikov qui se baladent dans le nord-ouest et le sud-ouest sortant du Nigeria. Il y a des informations qui arrivent où les gens se baladent, des hommes avec des armes. On s'attendait, moi particulièrement, que le cardinal nous dise que les écoles publiques sont ouvertes, que les enfants vont à l'école et non aller dans les camps sécurisés par les militaires, que les gens ont la liberté d'aller à Fundong, dans tout le Boyo Division, qu'ils ont la possibilité d'aller à l'école. Je m'attendais à ça, que les formations sanitaires fonctionnent désormais peut-être même à 40% ou alors à 50%, ils sont en train de retrouver, que le cours normal a repris, que les marchés avec les lockdowns ont baissé, les gens parviennent à aller au marché, s'approvisionner en nourriture, que la réaction des populations, oui, c'est là où j'attendais qu'ils disent que les populations ont décidé d'accompagner les actions fortes du gouvernement en livrant les embaboys, en disant non, en ne les couvrant pas. Je m'attendais à ce qu'ils disent, M. Eric Fopoussi, que désormais les gens peuvent aller au champ. Parce que la zone du nord-ouest et du sud-ouest, c'est beaucoup plus les champs, les plantations, que désormais, on aura moins de peur, ne serait-ce qu'à 30%. Les zones sont sécurisées, les gens peuvent aller au champ. Je m'attends à ce qu'il parle du trafic, monsieur il faut oui, j'ai le sentiment qu'on n'a pas compris, le cardinal, hein, j'ai le sentiment qu'on n'a pas compris. Il a dit que... Il est dans un processus. Il est en train de dire au gouvernement, vous avez organisé le grand dialogue national, ce n'est pas le grand pas que nous voulions, mais c'est déjà quand même un petit pas. Ce petit pas-là, vous savez, quand un enfant fait quelque chose, nous qui sommes parents, même si ce n'est pas ce qu'on voulait, mais on encourage au moins le petit peu qu'il a fait, tout en l'exhortant à faire beaucoup plus. J'ai le sentiment que c'est ça. C'est la stratégie qu'adopte actuellement Christian Toumi. J'ai le sentiment qu'il dit, bon, ok, tu as fait un pas fiston, sur le terrain, ça commence un peu, on sent les frémissements de ton petit pas. Peux-tu faire le vrai pas qu'on attend là? Et on verra si effectivement ça consolide justement cet espoir qu'on peut espérer de la résolution de la crise. Dominique Audrey. C'est pas ça, monsieur Fopoussi. J'ai pas envie de dire que vous faites semblant de ne pas comprendre. Ce n'est pas ça. Oui. Ce n'est pas ça. Quand moi j'ai lu l'article par rapport à ce qu'il a dit, moi j'ai compris que s'améliorer égale élection au nozo. Si on dit que également, que si tout s'améliore, ça veut dire que non, tout va bien et que effectivement, comme on nous a dit que les dossiers ont été déposés là-bas, ça veut dire que c'est vrai et que c'est bien. Ça veut dire que si les choses s'améliorent au nozo, ça veut dire que les coups de feu dans les avions, c'est normal, que ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que les gens sont révoltés aujourd'hui, parce qu'on a vu en lui quelqu'un qui portait la cause des populations de là-bas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont la sensation d'avoir été trahis. Qu'il aille le dire, il allait prêcher aux combattants, il allait... Non, monsieur Fopoussi, rien ne s'améliore là-bas. Rien ne s'améliore là-bas. Les coups de feu dans des avions, non. Les gens qui sont tués, non, je ne crois pas que ça s'améliore. Dire que un pas a été fait et que les choses avancent sur le terrain, je ne pense pas. Après le pas, il y a eu des morts, non? Pendant le pas. Pendant le pas, les gens sont morts. C'est comme ça que ça s'améliore? Ou bien peut-être s'améliorer veut dire que les choses sont plus graves? D'accord. Moi, j'en sais rien. Mais ok, oui, Karine. Il y a aussi que dans ces régions-là aussi, les gens s'interrogent beaucoup sur ce qu'on va mettre dans le statut spécial. Je pense que c'est justement peut-être par rapport à cela que le cardinal... C'est ce qu'il a dit. Christian, oui. Je pense que c'est justement par rapport à cela que le cardinal Christian Toumi a dit que la situation s'améliore, parce que les gens restent en alerte en attente de ce qu'on va mettre dans le statut spécial. Peut-être que si on met ce qui convient à ces populations dans le statut spécial, elles vont pouvoir finalement arrêter tout. Peut-être qu'elles ont même posé des conditions, on ne peut pas savoir véritablement, mais parce que dans ce qu'il nous dit, ce que nous on retient, c'est qu'il a dit que la situation s'améliore. Mais nous on ne peut pas comprendre sur quel fait est-ce qu'elle s'améliore, puisque récemment on a entendu parler de cet avion qui a difficilement pu atterrir. Mais bon, on aimerait bien que ça s'améliore véritablement. D'accord. On va s'arrêter là pour ce... oui, Charles Abel. Oui, monsieur Rifopoussi, on comprendra que forcément le gouvernement a dû appeler en disant mais
Depuis là, on est en train de nous tirer dessus, on nous tire dessus. Vous-même dites quelque chose, il faut quand même vous aussi manifester quelque chose. Et il fallait trouver les bons mots pour pouvoir démontrer que... Vous dites que les propos de Christian Taumi, je paraphrase, c'est pour légitimer les élections qui arrivent. Les choses s'améliorent. Il y a la paix désormais au nord-ouest et au sud-ouest. On peut organiser des élections. Il y a des candidats, même s'ils ont déposé les dossiers à Yaoundé, ils ont fait signer la meilleure partie de la dossier à Yaoundé. On pourra compétir. Les gens attendent ce qu'il y aura dans le statut spécial. D'accord. Carrie, donc poursuit. Oui, j'en parle cette fois-ci de la grève des avocats à Bamenda. Ces derniers protestent contre l'article 26 du projet de loi sur le bilinguisme actuellement en examen à l'Assemblée nationale. Une loi qui arrive à un moment où jusqu'aujourd'hui, des magistrats d'expression francophone continuent de juger des cas concernant des anglophones, une situation qui est à l'origine de la crise actuelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, c'est le deuxième jour, c'était le deuxième jour hier, troisième jour aujourd'hui. Alors, c'est quand même assez grave que vous mettiez cette information juste après ce qu'on vient de dire sur Christian Taumi qui dit que les choses s'améliorent et qu'on se rappelle justement que les choses avaient commencé au nord-ouest et au sud-ouest avec une grève des avocats. C'est quand même, on va le dire, comment on appelle ça, un bégaiement de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, un rappel de l'histoire, un rappel des faits, un rappel évidemment de ce qui se passe là-bas. Alors c'est quand même terrible parce que cette loi, justement, est l'émanation du grand dialogue national. Ça a été une loi sur le bilinguisme et je rappelle que lorsqu'on a commencé, j'ai reçu les observations et c'est quand même fou, c'est terrible, ça fait deux semaines que nous avons reçu les observations sur cette loi et l'article 26 qui est aujourd'hui avancé n'était pas le seul, puisqu'il y avait également l'article 19 qui était également avancé. Pour qu'on se comprenne bien, voici ce que dit l'article 26, avant que vous le commentiez, bon, Bengan. L'article 26 dit l'anglais et le français sont indifféremment utilisés devant les juridictions de droit commun et spécial. Ça pose problème. L'article 19 dit les correspondances entre les entités publiques se font indifféremment dans les deux langues officielles. Donc voilà les deux articles qui vont avec. Et beaucoup craignent justement que avec ce qu'on avait dit du nord-ouest et au sud-ouest, beaucoup attendaient que là-bas, qu'il y ait une exclusivité de l'anglais et qu'il n'y ait pas cette affaire de indifféremment français et anglais. Eux, ils souhaitent que tous ceux qui donnent tous les magistrats qui sont là-bas doivent automatiquement et obligatoirement parler en anglais. Pas indifféremment l'anglais ou le français. Bon. Moi, j'ai deux choses à dire. Oui. À la suite de vous, je dirais qu'effectivement, ils ont raison. Vous ne pouvez plus continuer. Ici, c'est les avocats qui parlent, mais au niveau des régies financières, c'est encore très grave. Quelqu'un va vous dire, laissez-moi votre anglais là. Si vous ne comprenez pas le français, ça vous regarde. Il est en plein Bamenda. Donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et ça veut dire que le législateur camerounais veut acter le fait que comme je ne sais pas parler anglais ni écrire, je ne sais que parler français et je peux vous envoyer des correspondances en français, même si vous, je sais très bien que vous êtes un anglophone, vous ne comprenez pas. Donc vous allez vous débrouiller et que lui aussi, il peut m'envoyer des correspondances en anglais, il n'est pas obligé d'écrire en français. Donc ce n'est pas comme ça le bilinguisme. Oui. Et apparemment, les Canadiens étaient venus ici, ou alors une délégation de ma famille était allée au Canada. Comment ça se passe là-bas? Lorsque vous publiez un livre, ou lorsqu'un cinéma arrive là-bas, lorsque c'est en français, vous avez 30 jours pour donner sa version anglaise. Si vous ne le faites pas, c'est on enlève ça sur le marché. Donc, nous sommes un pays bilingue qui doit apprendre à être bilingue. On doit s'acheminer à cela. C'est d'ailleurs cela l'orientation des lycées bilingues d'application. Celui de Beya et celui de Yaoundé en 1979. Voilà la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que en fait, lorsqu'on dit le français et l'anglais sont des langues d'égale valeur, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi en réalité, puisqu'on peut choisir de faire l'un ou l'autre? Où est l'égalité de la valeur? Voilà. Dans ces deux langues, ça n'existe pas. Et vous savez également qu'il y a la question du common law et du civil law qui pose problème. Nous avons, eux, là-bas chez eux, c'est le common law. Nous, ici, c'est le civil law. Ils se posent des questions. Est-ce qu'un magistrat anglophone qui est, par exemple, dans un tribunal dans les régions dites francophones, les 8 autres régions, comment il va se comporter justement face aux justiciables? Comment est-ce qu'un plaignant francophone va faire devant une juridiction, un tribunal qui est à Bamenda ou à Buea ou ailleurs au nord-est et au sud-ouest? C'est toutes ces questions-là qui posent problème parce que justement, on n'a pas intégré la spécificité des sous-systèmes judiciaires anglophones, si vous voulez, et le sous-système judiciaire francophone. Et c'est pourquoi les avocats sont aujourd'hui dans la rue et protestent. Il n'est pas exclu que, comme en 2016, qu'ils reçoivent des tirs de gaz lacrymogène et tout ce qui en a suivi comme répression. Ce serait juste dommage parce qu'il soulève une question importante et pertinente. Ça veut dire qu'on doit revenir au dialogue. Ou alors ça veut dire que le premier dialogue a été escamoté. Simplement. Vous ne pouvez pas faire le dialogue sans les acteurs. Lorsque vous y a un problème, c'est ceux qui ont causé le problème. C'est avec eux que vous discutez. Après le débat, vous dites, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que c'est ce qu'on va faire? C'est ça le modus vivendi. C'est d'ailleurs cela, le consensus en Afrique. Nous avons l'habitude de dire, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore causé. Donc causons au moins. Chalamel, votre lecture. Monsieur Eric Fopoussi, je me rappelle, il y a quelques semaines encore, je discutais avec un ancien sous-préfet de la période d'Amadou Aïdio, qui me confiait que lorsque vous sortiez de l'ENAM, monsieur Eric Fopoussi, et que l'on vous affectait, c'était dans des zones reculées. L'une des premières missions, c'était de composer avec les collectivités locales, de vous en imprégner. Raison pour laquelle, lui, à son âge très avancé, il causait 6 langues. Parce qu'il a fait 6 régions, c'est-à-dire 6 provinces du Cameroun. C'était 7, il a fait les 6 provinces du Cameroun, il causait 6 langues. Et il causait, M. Eric Fopoussi, dans une expression vraiment avec une liberté. C'est venu du fait qu'on a donné à tous les Camerounais, à tous ceux qui sortaient de l'ENAM depuis une certaine période, la liberté de faire ce qu'ils voulaient, parce que cooptés, parachutés par les godasses, M. Eric Fopoussi. Vous avez des gens qui, parce qu'ils ont fait 2 ans à Douala, comme administrateur, causent le Douala, causent le Bancone, causent même le ballon. Vous les retrouvez, ils s'expriment dans des langues. Vous vous demandez, mais comment vous avez fait? Non, j'ai travaillé en Banga, parce que j'étais en Banga, j'étais avec eux, j'ai appris rapidement à causer. Vous ne pouvez pas arriver dans une zone comme Bamenda, une zone fortement imprégnée, M. Eric Fopoussi, ou même le Pidine. Vous ne causez pas, même le Pidine. Vous voyez des gens qui sont là-bas depuis 10 ans. Même le Pidine ne cause pas. C'est en français qu'il s'exprime, M. Eric Fopoussi. Cela fait partie d'une non-intégration. Cela fait partie d'un mépris même à l'endroit des gens. J'ai vécu une scène, et je termine par là, ici à Tico, M. Eric Fopoussi, au niveau du barrage, au barrage, là à Tico, des contrôles de police. Ouais, monsieur arrive, on stoppe le véhicule sert. On dit pièce d'identité, tout le monde. Un papa dit il y a French. Il dit que tu ne parles pas l'anglais, le français, c'est ton problème. Présentez-moi les cartes de paix. Il dit, je ne présente pas, je ne comprends pas. Finalement, on l'a sorti de là. Manu Militari, l'autre était dans Babol, mais notez le père parce qu'il disait qu'il ne comprenait pas. Les gens à côté de lui ont dit, écoute, on demande que tu présentes la carte. Il a dit, il va parler en anglais. Les gens ont pris cela comme étant une provocation. Mais comment pouvez-vous être sur le terrain de quelqu'un et vous refusez, M. Eric Fopoussi, à vous exprimer dans sa langue? On dit chez nous que lorsque tu arrives dans un village où tous les gens sont bons ou sautent à un pied, bats-toi à sauter avec un pied. Non mais finalement, je veux dire, à un moment donné quand même, c'est le piège parce que au final, quand on regarde ce que dit cette loi, ce projet de loi, cette loi sur le bilinguisme, sur la promotion, pour utiliser le terme, le terme approprié, sur la promotion du bilinguisme, je veux dire qu'à un moment donné, quand même, on se rend bien compte que c'est ce qui devrait être dans un pays bilingue. Le fait que Fopoussi s'exprime en français et que M. Mbachou, qui est anglophone, s'exprime en anglais. Et qu'on se comprenne. Et qu'on se comprenne. Je veux dire, au fond, c'est ce qui est normalement. Mais sauf que lorsqu'on applique ça aux juridictions, ça devient plus compliqué. Et c'est peut-être là l'oubli
de ce grand dialogue national, de vouloir promouvoir le bilinguisme pour que les Camerounais s'entendent, se comprennent, quelle que soit la langue dans laquelle ils s'expriment, et qu'au finish, lorsqu'on rapproche ça dans les tribunaux, ça devient compliqué pour des magistrats qui sont des francophones, qui ne comprennent pas l'anglais, qui doivent, par exemple, administrer une justice, on va dire, équitable, avoir des plaignants qui s'expriment en une langue qui ne comprennent pas. Il y a les spécificités culturelles que vous oubliez aussi. Qui ne comprennent pas. Dans les langues, il y a les spécificités culturelles aussi. Parce que dans le domaine juridique, par exemple. Et donc, les gens craignent que ce qui s'est passé tout récemment là, avec le lancement, je fais le lien, de l'appel d'offres pour le recrutement de 500 traducteurs, interprètes et tout ceci, c'est donc vers ça qu'on s'achemine. Vers des traducteurs et interprètes dans les tribunaux pour davantage francophoniser. Le terme, je l'utilise avec beaucoup de prudence pour francophoniser justement les tribunaux où vous aurez des magistrats qui sont francophones. La difficulté dans ça, c'est que à la fois l'anglais est perplexe. L'anglais n'est pas comme le français que vous parlez normalement et puis c'est courant. L'anglais est de différentes strates. C'est pas le même anglais qu'on utilise dans les domaines administratifs, qu'on utilise dans le domaine juridique ou encore dans le domaine économique. Donc il faudra avoir des traducteurs spécialistes des questions juridiques en anglais, par exemple. Ça veut dire qu'il va encore falloir des spécifications dans ces recrutements. Et maintenant, on imagine que c'est ce qu'ils feront pour les tribunaux. Maintenant, il y a aussi que le côté anglo-saxon a ceci que ils obéissent à la common law. Ce qui n'est pas une évidence pour les francophones. Donc, il faudra vraiment que ça s'adapte à ce contexte-là avant qu'on arrive à une traduction. Mais je pense quand même que pour un magistrat, il est inadmissible qu'il soit francophone dans un tribunal anglophone. Vraiment. Il faut qu'on contextualise les juridictions. Voilà. On est chez des anglophones. La première langue qu'il doit parler, c'est l'anglais. Maintenant, il peut parler le français parce que c'est pas seulement des anglophones qui habitent là-bas. Il peut parler le français, mais ça devient sa langue secondaire, même si c'est avec ça qu'il est né. Par exemple, quand vous êtes quelque part et qu'on danse n'importe comment, vous dansez cette... C'est pour cela que vous voyez que des Camerounais, avant d'aller en Allemagne, ils commencent d'abord par apprendre la langue allemande ici. Et même quand ils arrivent là-bas, il faut encore 3 mois de cours intensifs pour s'adapter à comment est-ce qu'on parle là-bas. C'est la même chose que vous voyez nos frères ici. L'anglais qu'ils parlent n'est pas la même chose. Quand ils arrivent aux États-Unis, ils s'adaptent encore pendant 3 mois. Donc en réalité, l'article 26 qui parle de l'utilisation indifférente du français ou de l'anglais dans les tribunaux, pour ces avocats qui sont en train de faire grève, c'est de modifier, de spécifier qu'au nord-ouest et au sud-ouest, devant les tribunaux, on doit parler exclusivement anglais. Et ce qui est intéressant également à noter, c'est que on fait ce débat alors qu'on n'a pas encore conféré le statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest. Qui ne nous dit pas que dans le statut spécial, on va autonomiser et institutionnaliser le statut spécial pour les juridictions du nord-ouest et du sud-ouest, pour que finalement le common law qui est ce qui est pratiqué chez eux là-bas soit totalement utilisé là. Il faut aussi, ça c'est raisonner avec des pensées de francophones. Et ça va complexifier encore davantage le problème. Et je rejoins Bombo qui estime que je rejoins Bombo qui estime que il faut associer ces gens. C'est-à-dire, nos frères, je peux dire genre, les gens interprètent ça autrement. Il faut les associer. Vous ne pouvez pas vous asseoir et vous sortez un statut imaginaire dans votre... Non, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce dont ils ont besoin pour le Cameroun. Pas seulement pour la région, mais pour le Cameroun. Il faut s'asseoir avec eux, ce dialogue véritablement inclusif avec eux, s'asseoir, reposer les bases, partir sur le principe des spécificités propres aux différentes aires et adapter quelque chose qui sera un passe-partout, un levier passe-partout dans les différentes zones. C'est ce qu'il faut faire. Donc, essayez de réfléchir, et c'est ça qu'ils redoutent, justement, qu'on ait fait un dialogue, mais c'était les francophones qui parlaient aux francophones, et c'était une façon de les absorber, tout simplement, monsieur Eric. Non, donc, je le dis parce qu'il y a quand même des signaux qui ont été avancé tout récemment avec la création d'une section de common law à l'ENAM, souvenez-vous. Je me dis que peut-être on peut arriver à scinder le Conseil supérieur de la magistrature et de leur conférer, comme on le fait avec le DCI Board, de leur conférer un organe qui va les gérer là-bas entre eux. Je veux dire qu'à un moment donné, je veux dire que ce que les avocats qui sont aujourd'hui dans la rue à Bamenda, ce qui pourrait calmer leurs ardeurs serait des mesures aussi fortes
mais également une abolition ou une rectification de l'article 26, comme je l'ai dit ici, parce que ça pose un réel problème que de dire que sur toute l'étendue du territoire national, il va falloir parler différemment anglais ou français, alors que vous savez très bien qu'il y a des zones qui sont spécifiquement anglophones et des zones spécifiquement francophones. D'accord. Oui. Ces réformes pourraient aboutir qu'on ait donc un barreau anglophone. Un barreau francophone. Oui. Un barreau francophone. Donc, ça veut dire qu'on doit associer ces acteurs dans le déploiement, dans l'élaboration de ces choses. On ne peut pas rester, on dit, le Premier ministre a consulté tel, il l'a consulté. Non, il est lui-même anglophone, mais est-il sûr d'avoir compris? Il a même dirigé l'ENAM à un moment, mais est-il sûr vraiment d'avoir répercuté ce que ces gens-là voulaient? Non, j'ai dit non. Il est resté élite. Très élitiste. Oui, très élitiste. Voilà, en tout cas, on verra très bien comment l'article 26 va être soit supprimé. Si l'article 26 est supprimé, tant mieux, parce que c'est ce que revendiquent les avocats qui sont dans la rue à Bamenda, ou simplement si le statut spécial qui arrive va venir corriger le problème de l'article 26. En tout cas, c'est l'un ou l'autre, ou les deux ensemble. Quoi qu'il arrive. Faisons un pronostic. C'est la politique d'embuscade. On ne peut plus faire la politique d'embuscade où, comment eux, c'est parce qu'ils ont des entrées à l'Assemblée qu'ils ont. Pourquoi le gouvernement ne peut pas dire aux populations, voilà la loi que nous avons prévue. On met ça en public. On discute d'abord. C'est ce qui sort du grand dialogue là, hein, la loi qui... non, la loi, le projet de loi... C'est une recommandation du grand dialogue national. Oui, mais j'ai dit, lorsque le ministre de la Justice est allé élaborer le projet de loi, c'est le projet de loi qu'on discute. Oui. C'est-à-dire, après avoir émis des choses, on met ça en forme, sous forme de projet de loi. C'est ce projet de loi qu'on apporte à l'Assemblée nationale qui doit être discuté par le peuple. D'accord. On va terminer cette revue des réseaux sociaux. Karine Sontia. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, le dernier sujet avec la Chambre administrative de la Cour suprême qui a rejeté hier le pouvoir en cassation du port autonome de Douala contre le groupe APM Bolloré. Le consortium Bolloré APM avait saisi le tribunal administratif de Douala afin de contester son exclusion en janvier 2019 du marché de sélection des entreprises devant gérer le terminal à conteneurs de la principale plateforme portuaire du Cameroun. Le tribunal administratif donnait raison au groupe Bolloré le 16 août 2019. Le port autonome de Douala décide de contester la décision auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême qui vient de rejeter. Voilà, on va dire que le port autonome de Douala a réagi suite à cette décision de la Chambre administrative de la Cour suprême de son pourvoi en cassation pour justement casser la décision qu'avait prise le tribunal administratif ici à Douala de suspendre, donc d'annuler la procédure de concession ou de recherche de nouveaux concessionnaires, et donc normalement le port devrait reprendre cette procédure. Donc de facto la concession accordée à TIL de façon provisoire est annulée, donc on va reprendre le processus normalement. Mais sauf que, et ça qui est intéressant, et ça qui augure un combat à mort, je voulais quand même partager avec vous la réaction du port autonome qui dit que le contrat de concession de DIT du 31 décembre 2019 sera échu. 31 décembre, dans quelques jours là seulement. Et donc, à l'absence d'un nouvel opérateur, le port se prépare à prendre la relève comme le prévoient les termes de l'instrument juridique signé en 2004. Oui. Le port s'apprête à reprendre. Donc, pour l'instant, pour ceux qui crient victoire ici et là, il y a des victoires nulle part, jusqu'à présent. Parce que le port, il est bien clair. Il dit bien que ce pourvoi introduit par le port suspendait de plein droit l'exécution de l'ordonnance obtenue par l'entreprise APMT Terminal BV Bolloré, arrivé 7e sur 9 candidats à l'appel international à manifestation d'intérêt du 12 janvier 2018. Il dit, cette décision de la Chambre administrative de la Cour suprême en défaveur du port n'aura aucun impact sur la fin de la cessation ou de la concession du port de Douala. Voilà. Donc, à partir du 1er janvier prochain, il faut qu'on soit d'accord, le port de Douala
va lui-même gérer le terminal à conteneurs. Quand vous imaginez ce que ça représente, le port de Douala va lui-même gérer le terminal à conteneurs. Bon, Bengan, veut dire que on peut être inquiet ou pas? Je suis inquiet des juridictions camerounaises et pas parce que le port reprend le terminal à conteneurs. Le tribunal administratif de Douala ne devait pas statuer sur cette affaire. Je reprends. Selon les termes de ce que vous avez lu là tout à l'heure, de la concession qu'on a de 2004, il est clairement établi que les affaires ne se règlent pas au tribunal, devant les tribunaux. Et le seul tribunal compétent est le tribunal arbitral de Paris. Devant lequel une procédure a été engagée par Absolument. Et cette procédure est en cours. Voilà, non. Et la procédure, elle leur a d'abord dit, je pense que c'était le 17 juin, qu'ils doivent s'entendre parce qu'on a dit c'est l'arrangement à l'amiable. En cas de non-entente de l'arrangement à l'amiable, c'est le tribunal arbitral de Paris. Donc, il leur a dit jusqu'au 30 juin, je voudrais que vous vous accordiez, vous vous entendiez et vous me fassiez parvenir vos accords. Non content de ça, on va saisir les tribunaux à Douala. Et les tribunaux à Douala se saisissent de l'affaire et les statuts et la conséquence est que à partir du 1er janvier prochain, le port de Douala, le terminal à conteneurs sera géré par le port de Douala. Oui, mais maintenant, par le PAD. Oui, les enjeux politiques peuvent entrer. Non, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Qui va gérer dans ça si Bolloré parle là maintenant? Et si le président décide qu'on confie à Bolloré ou à Thiel ou à quelqu'un d'autre, le président peut aussi décider d'autorité. Parce que le port de Marseille, c'est n'importe qui ne peut pas aller postuler là-bas. Il peut décider que je confie à tel, à tel, à tel, à tel. Puisque... Mais est-ce que le port ne doit pas nous rassurer aujourd'hui? Nous sommes le 5 décembre. Pour nous dire, nous avons des portiques de quai. Nous avons des portiques de quai qui peuvent gérer l'entrée des conteneurs au port de Douala. Parce qu'il faut quand même qu'on soit d'accord. Cette affaire n'est pas aussi simple. Et si Bolloré aussi dit, les portiques que j'ai apportés, je les prends. Mais bien sûr qu'il va jouer avec ça. Voilà, donc l'affaire va être compliquée. Oui. L'affaire est compliquée et l'affaire a été compliquée, j'ai dit bien, par les juridictions du Cameroun. C'est pas normal. Il aurait dû dire... Est-ce qu'on ne s'achemine pas là vers un blocage du commerce extérieur du Cameroun? C'est par rapport aux juridictions. C'est que ce sont les juridictions du Cameroun qui nous auraient amené. Si ce que vous développez là s'avère exactement, c'est que les juridictions de Douala nous ont amené au blocage. Et là... je ne vois rien. J'ai mis les hypothèses. Sur les risques auxquels on peut être confronté dès le 1er janvier prochain. Ici, là, chacun a ses couloirs au palais. Chacun a ses couloirs à l'Élysée. Donc, ce qu'on veut nous faire croire comme une affaire judiciaire n'en est pas une. C'est une affaire politique. Si c'était une affaire judiciaire, personne n'aurait pu saisir le tribunal administratif de Douala. On ne nous aurait donc pas amené là-bas. Donc, quand ça devient donc embrouillé dans cette histoire, nous sommes d'accord que c'est une lutte à mort qui va être déclenchée là bientôt. Mais maintenant, qui ne vous dit pas que le chef de l'État peut dire à Cyrus Ngongo que bon, cette affaire-là, arrête. Avant quelqu'un, une lettre arrive à la 31 décembre. Même après. Et avant, il lui envoie une lettre en disant oui, je sais bien que vous pouvez gérer le terminal conteneur par régie. Mais à partir de ce moment d'autorité, j'ai dit que... Sauf que les gars vont emballer les affaires, ils vont partir. Hein. Oui, mais attendez. Voilà. Attendez, mais justement, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous dis, cette affaire est compliquée. Mais moi, je soutiens le port autonome de Douala dans sa démarche. Je soutiens le port autonome de Douala et je souhaite... C'est beaucoup d'argent en jeu. Je souhaite que le gouvernement camerounais laisse le port autonome mener à bien cette mission-là. Mener à bien cette mission. Il est établi qu'un partenaire a été 7e, il n'est pas été accès. On n'aurait pas dû revenir dessus. D'accord. C'est comme si j'aimais souvent dire à mon père que non, papa, je suis premier parmi les échoués. J'ai échoué.
Mais premier parmi les échoués, ça veut dire que je suis pas du dernier qui est passé, non. Mais il faut qu'on rassure les Camerounais, et je pense que c'est le port qui doit le faire tout de suite. C'est de dire que bon, voilà, nous reprenons en main les choses dès le 1er janvier. Il ne pouvait pas dire en principe. Nous avons des portiques qui sont déjà prêts, qui étaient prêts déjà là depuis. Nous allons gérer les conteneurs qui arrivent. Non, on a piégé le port. Non, non. On a piégé le port. Est-ce qu'on lui a donné l'opportunité de chercher le portique? On lui a donné l'opportunité de chercher un partenaire pour venir gérer. Oui. Et ça, c'est l'État du Cameroun qui nous place. Puisqu'il jubile, il jubile qu'il va prendre le port dès le 1er janvier. Non, il ne jubile pas. Il ne jubile pas. Il ne jubile pas. Le port vient toujours dire à son partenaire, à l'État du Cameroun, que monsieur, nous vous avions dit à l'époque que laissez-nous chercher un partenaire. Nous avons trouvé un partenaire. Maintenant, vous nous mettez dans une situation de blocage. Quand le port sera bloqué demain, vous allez dire que c'est le DG du port autonome de Douala qui est fautif, alors que ce n'est pas lui. C'est ça qu'il est en train de dire. Il a dit que bon, voilà, maintenant, je vais avoir le contrôle du terminal conteneur, mais je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas le matériel nécessaire. Je fais comment? Voilà. En tout cas, on parlait de congestion. J'espère que la congestion ne sera pas plus grave cette fois-ci pour les conteneurs. Et combien de jours les gens vont prendre pour retirer le conteneur. Et vous savez, on est en fin d'année, généralement, c'est maintenant qu'il y a le plus dur, le flux le plus compliqué. Comment est-ce qu'ils vont gérer cette transition-là? Parce que moi, ça m'étonne qu'on arrête les contrats aussi brutalement. Mais comment on peut arrêter les contrats aussi brutalement? Moi, je pose la question. Allez à la présidence, poser la question. Impossible n'est pas camerounais. Oui. Grande serait ma joie. Je ne veux pas me pencher là-dessus parce que en rien ça n'intéresse. D'accord. Ça n'apportera au Cameroun. Il faut que les Camerounais s'intéressent à leurs choses, que le port aussi, ce soit des Camerounais, comme l'avait souhaité le père Kadi à son époque, s'intéressent à leurs choses, monsieur Rifopoussi. Que ceux qui viennent d'ailleurs vont discuter le port de Marseille, les ports de partout, mais qu'ils laissent. D'accord. Merci. Quand les Camerounais, on va s'arrêter. Même si ça bloque 6 mois, 1 an, ça ne dérange pas. C'est pour nous, mais que ça reste pour nous. Qu'est-ce qui empêche le président de la République de former les opérateurs portuaires? Que conjection, c'est si. Oui, qui est la conjection? Mais que ça revienne aux Camerounais. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous dites ça parce que votre conteneur. Non, ce n'est pas ça, monsieur. Vous dites ça parce que votre conteneur n'est pas dans un avis, ça arrive. On ne fait pas de lettres sans casser les yeux, monsieur. Il faut bien casser les yeux pour arriver. Pour ceux que les conteneurs qui arrivent là bientôt, là. Ils attendent, monsieur. Le nojo, on attend depuis novembre 2016. 3000 morts. Tout ça, on va attendre. Ok, d'accord, merci. On va s'arrêter là. Tout de suite, madame, monsieur, prend interpellation ce matin. Les voyages, les transports urbains de Douala ailleurs, par exemple, les transports de voyage là, comme mettre les bons prix, les prix homologués par le ministre même du transport. Il faut pas que comme Yaoundé, Douala, Yaoundé, c'est 3000. On vient par exemple, quand tu pars à Bepanda, prendre le cas pour Bafoussam, tu quittes Douala pour Bafoussam, tu arrives, le premier rang qui consiste au premier bus paie 6 000. Paie 5 000, autant pour moi. Mais dès que le premier bus se positionne là, c'est maintenant 6 000. Douala Yaoundé, 3 000. Douala Bafoussam, 6 000. Les prix ne sont pas homologués. C'est aller ici à Bessengue chez les Bamoun voir. On coupe seulement les coûts des gens, c'est grave. Donc il faut que les prix de transport soient homologués par le ministre même de la tutelle. Bombok, réaction Il a parlé des prix homologués, je soutiens cette approche. Je ne comprends pas, est-ce que la taxation au kilomètre, c'est ce qu'on nous avait dit à l'époque, mais est-ce que Douala Yaoundé qui est à 240 km peut coûter 3000? Est-ce que c'est la taxation vraiment au kilomètre ou bien à la terre du client ou bien à l'affluence qui arrive aux agences? Donc c'est la question que je me pose. D'accord. Nous parlons ensuite ce matin d'un nouveau produit qui est en vente au magasin 1001 Tapis à Akwa avec le concept Salaka de Constylamine, le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour Constylamine et présentez-nous ce nouveau produit.
Alors, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka et bonjour bel et bien à tous les téléspectateurs de cette émission et bien sûr à tous les partenaires américains, européens, canadiens, camerounais du concept Salaka. Alors, ce matin, je viens avec un nouvel accessoire, avec un nouveau produit qui est donc en vente du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Je vous le présente en exclusivité ce matin. Vous savez très bien que le concept Salaka ne fait pas dans la dentelle. Le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Quand on décide de vendre un produit dans cette chaîne de télévision, c'est qu'on a pris le temps de l'essayer, on a pris le temps de l'étudier, on a pris le temps de mener une enquête. Et après, bien entendu, résultat qui se veut un résultat positif, nous décidons enfin de le vendre. Et ce matin, après plusieurs mois d'études, après plusieurs mois d'enquête, le concept Salaka vient ce matin vous présenter en exclusivité mondiale les correcteurs de posture. Oui, rien que le nom vous donne l'envie de découvrir ce qu'il y a derrière cet accessoire. C'est un correcteur de posture que voici. Il est disponible en deux couleurs. Vous avez la couleur noire et bel et bien la couleur blanche. Vous aurez donc l'occasion tout au long de mon intervention de voir quelques réalisations de ce correcteur de posture. C'est un élément qui vous permet, chers téléspectateurs, de retrécir votre dos. C'est un élément qui permet de corriger votre posture. Ceux qui ont les problèmes de douleur lombaire, ceux qui ont les problèmes de douleur des épaules, la douleur au niveau du cou. Alors voici la solution que le concept Salaka vous présente ce matin. C'est un correcteur de posture d'origine américaine. Oui, il vient tout droit de l'autre côté des États-Unis d'Amérique et il est commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka de votre humble serviteur Consti Lamine. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ce nouveau produit qui est en vente au magasin 1001 tapis. Je rappelle, c'est un correcteur de posture de marque Lifecore. Avantages du correcteur de posture Lifecore. Les avantages du correcteur de posture sont énormes, chers téléspectateurs. Il faut déjà le rappeler, hein. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs du dos, les douleurs des épaules et les douleurs du cou. On peut donc vivre en direct à la télévision quelques images. Voilà comment ça se présente. Hein. Rien que ces images vous donnent l'envie de commander votre correcteur de posture. Il permet donc, comme je l'ai si bien dit, d'éliminer les douleurs du dos, c'est-à-dire les douleurs au niveau du cou et les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture de marque Lifecore permet également d'améliorer la circulation sanguine. Oui, c'est un accessoire qui favorise la circulation du sang dans de très bonnes conditions. Le correcteur de posture permet également de redresser votre dos. Ah ben oui, ceux qui sont habitués à conduire en longueur de journée, les secrétaires, ceux qui passent le temps assis, bien entendu, voici une solution. Voici le correcteur de posture qui vient pallier à tous les problèmes de douleur lombaire, qui vient pallier à tous les problèmes de douleur au niveau du cou et au niveau des épaules. Le correcteur de posture, chers téléspectateurs, permet également de prévenir le mal de dos. Donc, ceux qui n'ont pas encore le mal de dos et qui passent le temps en longueur de journée assis, voici la solution qui vous permet de prévenir votre mal de dos. C'est bel et bien le correcteur de posture vendu par le concept Salaka du côté du magasin 1001 tapis. Comment l'utilise-t-on, Consti Lamine? Le prix et quel est son prix? Alors, nous allons donc commencer bien sûr par le prix. Je sais que c'est ce que les téléspectateurs attendent. Je rappelle que ce correcteur de posture, vous le retrouverez au Canada à plus de 35 000, aux États-Unis à plusieurs dollars. Mais dans le cadre du partenariat qui lie l'entreprise américaine et le concept Salaka, qui est un concept de vente moins cher, le prix officiel de ce correcteur de posture, chers téléspectateurs, est de 12 000 francs. Je dis bien est de 12 000. Mais dans le cadre du lancement et de la vulgarisation de ce correcteur de posture, vous l'avez pendant plusieurs semaines au magasin 1001 tapis au prix de 9 000 francs. Je dis bien au prix de 9 000, vous avez un correcteur de posture. Je rappelle qu'il est disponible en plusieurs tailles. Selon votre corpulence, selon votre taille, vous avez votre choix. Il y a la taille M, la taille XL, la taille L, la taille double XL. Je rappelle, le prix est de 9 000 francs. Du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ica. Et comment l'utiliser? Vous le porterez 20 à 30 minutes
au moins 3 fois par jour, régulièrement sur votre vêtement. Ne pas dormir avec le correcteur de posture. Vous êtes au bureau, vous êtes dans un taxi, vous êtes sur votre voiture. Je vous conseille vivement le correcteur de posture. C'est nouveau, c'est beau, c'est nyanga et c'est dans le concept Salaka qu'on peut l'avoir. Dans Motote, nye sengalemba tatan, wangam de janda, correcteur de posture pour le mal de dos, pour le mal des épaules, Motote animal. Merci. Votre concept Salaka. C'est ici, madame, monsieur, que prend fin cette édition du 10-12 Le Zénith de ce jeudi 5 décembre 2019. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Nos programmes s'enchaînent toute la journée. On se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.